Bonsoir à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver. Ça y est, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont terminés, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, du très sérieux après la trêve internationale. On connaît désormais les 4 affiches et on a rendez-vous début avril pour un programme, début avril, vraiment on va se régaler avec donc ce Barça Atlético, cet Arsenal Sporting, ce Real Bayern et un bon vieux PSG Liverpool. Alors forcément c'est vrai qu'il y a un petit peu de redite, t'as un choc 100% espagnol, t'as aussi un truc un peu inédit avec le Arsenal le Sporting, mais je pense que c'est vrai que ces huitièmes on a bien cartonné, hein. J'ai pas le nombre total de buts, mais je pense qu'on a bien dépassé la soixantaine. C'est parti dans tous les sens sur certaines affiches. Par exemple, là, le Barça termine sur un 8-3 contre Newcastle. T'as le PSG qui est en 8-2 contre Chelsea. T'as évidemment le Bayern qui est entre 10-2 sur l'Atalanta. Donc, ça a cogné très très fort un petit peu partout. Et en vrai, on a toujours les gros favoris qui sont là. Je pense que les 3 qui, au début de saison, se distinguaient un petit peu, Arsenal, Bayern et Paris sont sur leur lancée, leur dynamique. Il y en a qui ont prouvé de belles choses au cours de ces rendez-vous. Et puis même, je pense au Barça contre l'Atlético qu'on présente potentiellement contre un outsider, comme un outsider à l'image de ce qu'ils ont fait en Coupe du Roi avec le retour au Wanda Metropolitano. Et très curieux de voir comment cette affiche va tourner, parce qu'évidemment on voit du Barça Atlético 2 fois par an en Liga, on les voit également en Super Coupe, en Coupe du Roi. Les plus anciens s'en souviennent, on les a vus il y a une dizaine d'années s'affronter également en LDC. J'ai souvenir d'un but de Diego, le Brésilien, totalement fou au Camp Nou, et c'est devenu des confrontations. On a une petite idée sur le style de jeu des deux côtés, mais non, c'est vrai que ça peut être sympa. Écoutez, pendant que j'en profite pour faire l'intro, je vous balance un petit sondage. Votre favori pour cette LDC? C'est vrai qu'il y a des parcours qui peuvent être un peu plus facile. On peut penser à évidemment Arsenal contre le Sporting, mais est-ce que ça suffira, justement est-ce que c'est une équipe comme le Bayern qui, je pense, impressionne tout le monde de manière unanime? Faut voir peut-être les petits pépins physiques. Est-ce que c'est le PSG avec ce scénario de Stamford Bridge? Est-ce que c'est le Barça qui, malgré ses lacunes défensives, a quand même des extraterrestres dans son effectif et peut faire la différence à tout instant? Ça va être quelque chose d'assez savoureux, et comme je vous dis, on a bien hâte. On a eu quand même, ce qui est bien, c'est que sur ces 8e retours il y avait des scénarios qui étaient assez vite pliés, il y avait beaucoup de gros scores, donc pour faire une remontada, fallait quand même s'employer. C'est le Sporting qui l'a fait hier contre Bodo Glimt. D'ailleurs, comme je l'ai dit sur hors-jeu, j'ai reçu des messages, notamment sur Instagram, désolé pour Bodo Glimt. Oh là là, la Ligue des Champions n'a plus de saveur sans eux. Comme quoi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une génération de traumatisés de l'élimination de nos amis norvégiens. Mais on le répète encore une fois, très beau parcours, 5 victoires de suite. Ils auront mis Bodo Glimt sur la carte du football européen. Et en plus, eux, pour les mettre sur la carte, faut aller tout au nord, au-dessus du cercle polaire, donc c'est pas rien. Mais le Sporting a fait un top match, donc désormais à voir contre Arsenal. Ils seront pas favoris, mais ils ont pas grand chose à perdre, donc ça peut être assez intéressant de voir leur position. On attendait beaucoup de ce Liverpool Galatasaray, parce que même si on sait que Gala a de grosses difficultés à l'extérieur, on avait vu en phase de groupe ce gros revers 5-1 du côté de Francfort, la presque remontée de la Juve qui avait remis 3 buts avant de s'effondrer, avec notamment le carton rouge et la prolongation, et Galatasaray qui s'était incliné que 3-2. Mais on savait que cette équipe, elle avait un gros cœur à domicile, mais qu'à l'extérieur, c'est vrai que ça coince pas mal, et en plus on va y revenir à travers le scénario du match. Ça n'a pas été simple pour eux, avec un Victor Osimhen très vite touché au bras, il pouvait plus aller au duel, mais l'ego, l'orgueil du champion font que ce genre de rendez-vous, t'as pas envie de sortir. Je peux comprendre, mais en même temps c'est quasi 40 minutes passées avec un Osimhen qui peut pas aller au contact. Après c'est sûr que c'est la deuxième période où ça s'est bien décanté pour les Reds, c'est un peu difficile pour Osimhen de lui faire comprendre qu'il doit laisser sa place, même si un Noah Lang lui aussi il s'est retrouvé blessé en fin de compte. Ce que j'ai apprécié, ce que j'ai grandement apprécié sur ce match de Liverpool, au-delà évidemment de voir un Salah qui a peut-être lu mes tweets à la mi-temps, qui s'est dit lui je vais lui faire démentir un petit peu, et Ekitike que j'ai toujours trouvé bien en jambes, l'activité d'un McAllister, un Gravenberch généreux. C'est la saison Dominique Szoboszlai, les gars. Ce que fait ce gars, ça m'épate. Même si c'est vrai que être le meilleur joueur d'une équipe
qui a ses moments de doute, qui n'a pas tout gagné, qui est peut-être un peu déçu par rapport aux attentes initiales. Et c'est vrai, quand tu dépenses 500 millions d'euros, tu te dis que normalement tu dois beaucoup plus voir et surtout avoir du concret pour ce Liverpool-là. Mais Szoboszlai, ce qu'il a réussi à accomplir, moi j'aime bien en fait quand je vois des joueurs, tu sais, un peu des intermittents, des joueurs qui sont des numéros 10, des beaux joueurs, des mecs élégants, trouver finalement le juste milieu en redescendant dans ce rôle un peu hybride, mais en même temps il est partout. Ça a été également un latéral droit qui a fait plus que dépanner, il a été très bon à ce poste. On sait qu'il a également joué de temps en temps dans un double pivot en numéro 8 et là en 10 avec pas mal de liberté, avec à ses côtés Florian Wirtz, mais le vrai dépositaire du jeu, je sais même pas si on peut parler de cerveau, mais plus d'âme de ce Liverpool là de U25-U26, c'est Dominique Szoboszlai. Et tu rajoutes à ça bien sûr sa qualité sur coup franc, à l'image de celui qu'il a mis contre Arsenal en tout début de saison, avec ce coup franc dinguissime. Vraiment, c'est un des moments de la saison, même si c'est vrai qu'au final, peut-être que Liverpool n'aura pas de titre, mais comme geste et comme résultat, c'est très très fort. Là, il en a encore mis un récemment contre Tottenham, il est bien aidé par Vicario, mais t'imagines que le gars, déjà dans le jeu, il est tellement généreux, il sent bien les coups. Là encore, il va chercher ce penalty, c'est lui qui met le but de l'égalisation avec ce corner et laisser Szoboszlai seul aux 20 mètres, c'est carrément incompréhensible de la part de Galatasaray. Mais voilà, tu rajoutes à ça un joueur qui est très très bon dans le jeu, qui porte cette équipe, qui impulse quelque chose de fort, et en plus c'est un excellent tireur de coups de pied arrêté. C'est vrai qu'on a une version assez complète de Szoboszlai. Dommage, il sera pas à la Coupe du Monde avec la Hongrie. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est un des joueurs, alors j'aime pas tellement ce terme, je sais pas si c'est sous-coté, parce que je pense qu'on commence un petit peu tous à le reconnaître de manière unanime, mais je pense qu'il est un petit peu, voilà, il se fait de plus en plus apprécier, et ça fait plaisir parce que c'est un vrai beau joueur de foot, et en plus c'est vrai que tu le vois, maillot manche longue, la petite coupe bien propre, voilà, enfin il envoie, il a de l'aura ce gars-là, et bah il suffit pas juste d'avoir de la prestance, c'est également ce qu'il réussit à accomplir sur le terrain, où c'est assez remarquable. Donc voilà, je voulais commencer par parler de ce bon vieux Dominique qui est rayonnant, qui est solaire en ce moment, et c'est pas juste en ce moment, hein, c'est depuis toute cette saison. C'est vrai, comme tu le dis, Dark Chirac, tu as raison, il a un physique à jouer en Serie A. Le résultat du coup sur qui est votre favori pour cette LDC, c'est le Bayern à 44%, le PSG à 28%, Arsenal à 8%, le Barça à 12% et autres 8%. J'imagine qu'il y a peut-être le Real, c'est vrai que j'ai pas mis les grands méchants de la compétition, il y a que 5 places possibles, donc c'est pour ça que j'étais obligé de mettre autre, mais peut-être que j'aurais pu remplacer le Barça par le Real, mais comme moi vous êtes de la team Bayern et ça peut tout à fait s'entendre. Je commence juste, Jean Mouloud, je vois ton message. Scipion, est-ce que tu peux remettre les rediffs s'il te plaît? Ça fait une semaine qu'il y a des problèmes sur Twitch. Je sais pas pourquoi, mais mes rediffs sont systématiquement dépubliés. Donc je me suis mis un petit post-it là en bas de l'écran en mode il faut que je m'en occupe après chaque live. Mais tu sais, le temps de mettre ça sur YouTube, le temps de mettre ça sur Spotify en version podcast, des fois j'oublie. Donc j'essaye d'y penser. Après, quoi qu'il arrive, si tu veux revoir l'intégralité d'une rediff Twitch, elles sont sur YouTube. Je les mets quoi qu'il arrive sur YouTube, donc tu peux être présent là-dessus. Il y aura quoi qu'il arrive du contenu. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous êtes pas mal nombreux en cette soirée sans PSG, donc c'est toujours plaisant de voir que vous êtes aussi nombreux à m'écouter, à échanger avec moi, avec des habituels. Hein. On reconnaît le Ben, le Hugo SSE, Vincent Vega, également le Flip, Quark, Xavi, le vieux père 94, très beau pseudo, 92 Ikangu, également Matteo Le Design, j'espère que tu as bien le boss, c'est lui qui fait les miniatures, hein. Vous pouvez le féliciter pour son beau boulot depuis plusieurs semaines, il est bon en ce moment, et comme toujours, Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle, si vous aimez bien les émissions, les lives, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. On est aussi, le Cop de Scipion en podcast qui marche bien, YouTube comme toujours, donc ça régale forcément, et je me rends compte que là, on termine les huitièmes de finale, qu'on va arriver... De toute façon, c'est vrai que là, très très vite, on a un dernier week-end de Ligue 1, ensuite c'est très international, avec les fameuses rencontres, barrage Euro, barrage Coupe du Monde intercontinentale, on va avoir aussi la liste de Deschamps demain, le match des Bleus contre le Brésil, enfin... On va avoir pas mal de moments. C'est vrai qu'elle fait du bien cette pré-internationale, parce que je pense qu'elle va faire une petite pause. On va recharger les batteries. Après, c'est le sprint final. Là, vraiment, on va arriver sur ce mois d'avril, ce mois de mai, et ça va très très bien s'enchaîner.
Donc j'ai bien hâte d'y être, et je pense aussi qu'on va... Ouais, en vrai la trêve, je sais que certains sont saoulés, après c'est toujours compliqué parce que là on est sur 3 mois, 4 mois même de dynamique de club qui sont quand même fantastiques. Donc on va couper ça, mais là pour le coup, bah désolé, mais moi j'ai envie de savoir si l'Italie il sera ou pas. Enfin, au bout d'un moment, on doit avoir cette réponse. Est-ce que l'Italie va réussir à louper une Coupe du Monde à 48? Faut le faire quand même. Donc et en plus, on a pas mal de sélections européennes dont on va voir le visage. On peut penser à la Suède qui s'est qualifiée de manière improbable avec cette histoire de Ligue des Nations. On a aussi l'adversaire des Bleus, hein, Irak, Suriname, Bolivie, qui sera de la partie. Est-ce que la RDC va valider son ticket pour retrouver Cristiano Ronaldo? Le Portugal et la Colombie, ils affrontent le vainqueur de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque. Donc non, c'est vrai que ouais, ça va être 10 jours pas mal. On va mettre ça à profit. Et j'en profite pour vous montrer, bien sûr, le tableau final de la Ligue des Champions. Ouais, Mathéo, le débrief de la décision de la CAN, on l'a fait hier en long en large. On a fait 20 minutes dessus. Par rapport, évidemment, je vous avais dit hier que ça allait vraiment s'activer côté sénégalais. On a saisi le tribunal arbitral du sport de Lausanne pour la fédération. On a déposé une enquête internationale. On a ouvert une enquête internationale de la part du gouvernement sénégalais pour soupçon de corruption. Il y a des réactions qui s'enchaînent. Donc, comme je vous l'ai dit, cette histoire, ça va se prolonger dans un bon moment. Comme d'habitude, hein, toujours dégoûté du timing parce que cette histoire de forfait, fallait le faire très très vite après la finale et pas 2 mois après pour rouvrir cette histoire. Tu penses qu'il y a un monde où il la donne aux deux? Je pense pas qu'il y a un monde où il la donne aux deux. Il y a un monde où, dans le palmarès historique et officiel de la CAN, il y a marqué pas de vainqueur. Il y a aussi cette possibilité-là qui, pour moi, peut exister. Mais c'est vrai qu'il faut quand même s'activer parce que bon, bah voilà, il y a 2 équipes qui vont être engagées en Coupe du Monde. Est-ce que ça peut leur trotter dans la tête? Est-ce que aussi on peut avoir cette décision finale avant la prochaine CAN, tu vois, histoire de lever certains doutes? Mais ouais, je pense que ça va continuer à se prolonger en long et en large ces différentes péripéties. Je vous mets donc le tableau final des quarts de la LDC avec PSG Liverpool, match aller au parc. À chaque fois, la première équipe à gauche, c'est celle qui reçoit. Donc, on aura le Real Bayern avec le premier match au Bernabeu. En vrai, le Bayern Real, c'est un peu comme l'Arsenal Real de l'an passé. C'est leur compétition, on va jamais leur enlever ça aux Madrilènes. Mais au bout d'un moment, quand t'as une équipe et notamment un collectif qui est bien meilleur que toi, on peut, tu vois, essayer de faire illusion. J'ai peur que là, la marche soit trop haute pour ce Real qui, malgré tout, a très bien géré City, mais le collectif de City cette saison et même ses individualités, c'est pas le Bayern. Et si le Bayern est à 100%, il ne déconne pas, il n'y a pas photo. Et ce qui me rassure encore plus, c'est qu'il y aura le retour à l'Alliance. Pareil, ce stade, le Bernabeu, il se passe tellement de choses, des forces occultes sont à l'œuvre, donc je pense que le Bayern va quand même réussir à faire le job. Ce Barça Atlético, avec l'aller au Camp Nou, le retour au Wanda, attention le retour au Wanda, où ça peut être particulier. Ce qui est bien, c'est qu'en Coupe du Roi, on a eu l'inverse, avec l'aller à Madrid et le retour au Camp Nou, donc peut-être que ça peut un petit peu rabattre les cartes. Comment le Barça va aborder ce match? Est-ce qu'ils vont y aller tambour battant pour attaquer? Spoil, oui, parce que je pense que c'est l'équipe qui sait pas gérer, et tant mieux. Ce sera la mentalité d'Hansi Flick et ça va être assez fantastique à voir. Après, si vous voulez un pronostic à chaque fois, c'est pas évident, mais je vous dirais Paris, Bayern, le Barça Atlético. Je me méfie de l'Atlético, c'est fou, mais je vais quand même dire Barça, mais l'Atlético peut le faire. C'est vraiment pour moi le vrai match. Presque 50-50, c'est pour ça que dans mon esprit il y a quand même un truc un peu 52-48 pour le Barça, donc je vais le mettre devant. Et Sporting Arsenal avec le retour à l'Emirates, je vais dire Arsenal. Je pense que eux ils vont faire le job dans ce sens. Le vainqueur de Real Bayern gagne la LDC. C'est possible. Après, on rappelle évidemment que le 20, ça se jouera comme ça. PSG Liverpool affrontera le vainqueur de Real Bayern et Barça Atlético, ce sera face au sortant de Sporting Arsenal. Liverpool gagne tellement contre Paris, ouf, pas, franchement, c'est risqué. Moi, je vois Paris, là, pour le coup, c'est leur moment dur, ils l'ont eu. Et maintenant, même si c'est vrai que t'as un absent qui va peut-être faire jaser, c'est Bradley Barcola. Parce que vu la forme du moment, et il s'est fait une belle entorse à la cheville, il devrait pas être là pour aller et retour. Le retour, c'est 14-15 avril, absence estimée 1 mois.
On sait que des fois que ça peut, avec des processus de récupération, aller un tout petit peu plus vite. Est-ce qu'on a une chance de voir Barcola, tu vois, à Anfield? Peut-être. Ça peut, pourquoi pas, le faire. Liverpool va prendre sa revanche par rapport à l'année dernière, ça va pas être simple du tout pour Paris. Bon, écoutez, non, après, j'ai pas dit que c'était simple. De toute façon, on l'a vu l'an dernier, c'était un huitième de finale homérique, épique à souhait. Je pense que Paris part avec un avantage, mais Liverpool, bon, bah, ils ont un quart de FA Cup à jouer à City. Ils doivent assurer quand même leur place en Ligue des Champions en PL, mais c'est vrai que là, c'est le dernier gros lot de leur saison. Tout se joue là-dessus. Donc, est-ce que cette équipe a les armes pour aller au bout? Moi, il leur manque 2-3 trucs. Je vais pas oublier certains matchs et certaines phases, mais ça peut être assez intéressant de voir comment ils abordent ce match face à un PSG. Est-ce que le PSG, tu vois, aura récupéré un Fabien Ruiz notamment? Non, ça va être très intéressant. Et bien sûr, oui, il y a des histoires dans ce match. Voilà, les retrouvailles Ekitike PSG, où on s'est dit, bon, il y a peut-être un parfum de revanche. Ça va être assez palpitant cette histoire, et d'ailleurs on va commencer avec le match que Liverpool a offert ce soir. J'en profite pour dire, à chaque fois je ferai pour chaque adversaire qui passe, voilà, histoire d'avoir un petit peu votre ressenti sur ces différents quarts. Donc hop, vous pouvez voter à chaque fois, donc qui passe entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. On va être assez attentif sur cette question, et bravo à Liverpool, parce que même si évidemment, que je vous le dis, Galatasaray a des grosses difficultés à l'extérieur, c'est une équipe qui a du mal à se déplacer dès qu'on dépasse le Bosphore, j'ai l'impression, quand on va bien à l'ouest, mais c'est une équipe qui n'a pas volé sa place en quart de finale, enfin en huitième de finale justement, qui a montré de belles choses. Là, c'est juste que Liverpool a très bien entamé ce match. De toute façon, c'est un peu comme le Sporting, ils ont mis les bons ingrédients, pressing très haut, assez de redoublement de passes, des séquences avec pas mal de transmissions courtes pour aller de l'avant. Ça gardait très très peu le ballon, et le but c'était très vite d'aller solliciter soit un Ekitike dans la profondeur, soit de trouver Salah pour la passe, soit évidemment des courses, des projections de Szoboszlai et même de McAllister. Wirtz, j'ai trouvé un peu, encore une fois, un peu discret, pas à la hauteur du rendez-vous, et au global c'est vrai que pour lui, c'est quand même une année qui est compliquée. Alors c'est vrai qu'il fait une passe D, mais c'est pas le meilleur Wirtz. Je sais de quoi ce garçon est capable par rapport à Leverkusen et aussi l'Allemagne. Et j'ai pas encore vu ça. J'ai pas vu ce truc, ce déblocage de sa part. C'est vrai que peut-être Wirtz sur l'aile gauche, oui, moi je pense que c'est plus un 10, voire un 9,5, et c'est pas quelque chose qui lui correspond. On sera jamais un pur ailier par rapport à ses qualités naturelles. Donc c'est... Après, bon, le talent doit aussi trouver un chemin, et il doit être capable, tu vois, de faire bien mieux, selon moi. Mais je vais pas l'accabler ce soir, parce que son match est quand même bon, mais par rapport à d'autres ce soir qui forcément t'éblouissent, hein. Tu prends Szoboszlai, voilà, le premier buteur, c'est lui. Il va chercher aussi ce penalty qui n'est pas transformé par Salah. Et comme je l'ai dit en introduction, quelle saison de sa part, quelle générosité. Je crois désormais il est impliqué sur 20 buts. Je crois qu'on est sur 12 passes. 12 buts, pardon. On est sur 12 buts et 8 passes décisives pour Szoboszlai. C'est quand même de beaux accomplissements, de belles statistiques, encore une fois. Et il prouve que, ouais, il incarne quelque chose dans ce Liverpool-là. Après, c'est dommage qu'il soit pas accompagné par un 11 où tout le monde a un niveau un peu supérieur. Tout le monde met pas le curseur davantage de manière progressive, mais j'ai quand même vu un Liverpool, tu vois, bien sur l'aspect défensif. Après, Osimhen touché au bras dès la 5e minute, qui veut pas sortir, c'est particulier cette histoire, mais tu vois l'activité de Gravenberch, notamment sur le but qu'il fait, où il a un petit dribble qui me plaît bien au cœur du jeu dans le rond central, qui est assez intéressant. McAllister qui était dans tous les bons coups, qui aurait peut-être dû marquer également, parce que la faute sifflée sur Shaqiri, je trouve qu'il n'y avait pas forcément faute. C'est genre Shaqiri sur le 5e but qui se loupe. Il y a Van Dijk qui est là, ok, mais il n'y a vraiment pas faute, je pense. Et pour le coup, notre ami McAllister est aussi pas mal à retomber des ballons, et il touche également la barre. Non, c'est vrai que cette équipe de Liverpool, il y avait un petit doute quand même, parce que la semaine dernière, ils avaient bien entamé le match, ils s'étaient procuré pas mal de situations. À la 15e, il peut y avoir 2-0, ils peuvent quasiment déjà plier l'affaire. Et comme souvent, Liverpool a manqué d'efficacité. Et après, ils sont compliqués la tâche. Une défense où tu as eu, c'est aussi des fois des joueurs qui te coûtent des choses, à l'image
de notre ami Konaté, qui avait fait n'importe quoi la semaine dernière. Là, j'ai trouvé un peu plus rassurant, fringant, même Van Dijk. Van Dijk, la saison n'est pas idyllique quand on a pu le connaître sur d'autres années. Là, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Je retarde l'échéance parce que oui, je sais que j'ai fait un tweet malheureux, mais en même temps, voilà, je vois des choses sur le terrain et surtout depuis un moment, Mohamed Salah, qui a fait une première mi-temps qui était très dure, le penalty raté, un mauvais choix, et puis les grands joueurs, les grands champions, ça fonctionne comme ça, ils peuvent louper une mi-temps, passer à côté de 45 minutes, et juste après, cette passe géniale pour Ekitike, et le but de la qualification, derrière, il en met un qui est exceptionnel, avec cette frappe enroulée, Salah Prime, 17-18, voire 21-22 ou même l'an passé selon les goûts. Il touche également la barre. Oui, t'inquiète Sad, faut mentionner aussi que Soboza a joué pas mal de matchs en tant que latéral droit. Je l'ai dit au tout début qu'il a dépanné à plein de postes différents et peut-être que ça a retardé, pas sur cette saison mais avant avec Klopp ou Slot, le fait d'être bien installé à un endroit précis. Mais Soboza, ouais, tu peux mettre de toute façon à peu près partout. J'ai pas envie de dire que je pourrais pousser l'expérimentation jusqu'à avoir Szoboszlai numéro 9 ou Szoboszlai défenseur central, mais je suis sûr que c'est un joueur qui saurait, pareil, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure avec Wirtz, que quand t'es talentueux, tu dois toujours te trouver ta route, tu dois te frayer un chemin, et je pense que Szoboszlai, il pourrait s'adapter. Qui passe selon vous? C'est le PSG à 71% et Liverpool à 29%, donc vous êtes plutôt de la team parisienne. En tout cas, ça va être un beau match-up, comme tu le dis. Slot, ça fait un an, il est traumatisé du PSG. Il fait que parler de la double confrontation en conférence de presse. Ça va être très drôle pour lui de retomber sur le PSG. Je pense que ça a marqué un petit truc parce que Liverpool, avant cette double confrontation, était quand même une machine. Ils étaient à 7 victoires en 8 matchs de phase de groupe. En PL, ils avaient déjà pris leur distance. Après, voilà, ils se sont fait sortir. Ils ont perdu contre Newcastle en finale de coupe. Je sais plus à quel moment c'était tombé. Après, en première ligue, ils ont eu quelques moments d'absence, mais en même temps, ils avaient une telle avance. Mais on a bien compris, même peut-être que leur mauvaise saison par rapport à, encore une fois, comme je dis, les investissements, les ambitions annoncées, la deuxième saison aussi de Slot, c'est vrai que tu récupères une équipe où on a toujours dit que Klopp avait laissé des super fondations et que c'est un régal, je pense, pour n'importe quel coach d'arriver juste après, tu vois, le boulot d'un Klopp. Maintenant, c'est un peu plus l'équipe de Slot, donc on voulait voir justement cette patte, et malheureusement, il a manqué beaucoup de choses. Mais quand tu vois la compo et l'amoncellement de talent, enfin, désolé, mais un milieu de terrain, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, même si c'est une saison galère, ça me fait kiffer, ça me fait un petit peu rêver. Je suis là en mode, ok, c'est toujours des joueurs que j'apprécie, et bien sûr, c'est dur pour tout le monde, mais ce Liverpool-là, en fait, je pense aussi, c'est pour ça qu'on continue de se poser devant leur match, qu'on les a pas encore, entre guillemets, assassinés par rapport au fait qu'ils soient loin d'Arsenal en Première Ligue. Je pense qu'on sait tous que là, quand on regarde la compo, il y a plein de joueurs qui ont été des phénomènes, qui ont été des patrons absolus, Salah, Van Dijk, d'autres qui sont dans des années fastes, et même, je peux encore parler d'Ekitike, mais Ekitike, ça continue encore une fois de bien enchaîner. Alors encore, tu dis 23 ans, 11 buts, 4 passes D en PL, j'ai pas le bilan exact en Ligue des Champions sur tout ce qu'il a pu accomplir. Par exemple, tu vois, il marque pas, il fait pas de passe D à Marseille, mais son match là-bas, je m'en souviens, il est très bon. Donc un but et une passe D contre Karabag. Tac. Il y a quoi également? PSV Eindhoven, ouais, ils perdent 4-1, tu vois. Le Real, il gagne, il est pas décisif. Gala, là-bas, il perd, il est pas là. Contre Liverpool, contre Francfort, il en marque un petit. Ouais, il doit être à 5-6 contributions, mais ce qui est bien avec ce garçon-là, c'est qu'on voit déjà des choses qui sont très propres dans le jeu, et sur l'aspect statistique et la finition, il peut avoir 10-15 buts en plus par saison. C'est pas usurpé, donc maintenant, à lui de convertir ça. Je me demande à quel point la Coupe du Monde aussi, ça peut changer quelque chose pour lui, et je parle même pas évidemment des retrouvailles avec le PSG, parce que peut-être qu'il voudra y aller avec l'envie d'être revanchard, mais je sais pas si c'est sa mentalité à lui, tu vois, de vouloir prouver quelque chose, parce que finalement, il est déjà en train de montrer quelque chose de très fort, parce que des joueurs qui sont passés Bundesliga Première Ligue, oh là là, la Bundesliga taxe, tu peux marquer 30 buts contre Hanovre et Fribourg, là par contre, c'est plus sérieux mon coco. Bon, on a quand même vu ce garçon faire des super matchs en Première Ligue et en Coupe d'Europe, en sachant évidemment, et que je vous le dis, tout n'est pas parfait, mais pour une première saison, un nouveau gros transfert à digérer, je trouve qu'il s'en sort bien. Enfin, quand il y avait
et Isaac et Ekitike qui étaient aptes, ouais, il n'y avait pas photo sur le mec à choisir. Il va faire son double-double, toute compétition confondue d'ici la fin de saison, c'est beau pour lui. Ah ouais, franchement, c'est très beau. Et comme je vous dis, Coupe du Monde, j'attends de voir. Est-ce que ce sera le Kicks titulaire en pointe? Est-ce que ce sera un Mbappé côté gauche? Est-ce que ce sera Ekitike numéro 9? On a déjà vu Ekitike rentrer côté gauche, ce que je trouve un peu étrange de la part de Dédé, donc j'espère que ce sera pas ça pour les Bleus. Mais non, encore une fois, ce soir il y a un but, mais je trouve son match très très généreux, très accompli, et il est dans pas mal de bons coups. Il sent les coups en tout cas, c'est ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il réussit à créer quelque chose dans différents contextes, et comme numéro 9, ouais, il s'étoffe de plus en plus. Enfin, t'imagines, c'est un joueur, tu peux compter sur lui pour partir comme une flèche. Tu peux construire avec lui dans un petit périmètre, tu peux le trouver dans la surface. Il y a un moment donné aussi où il est proche de la ligne médiane, il fait une espèce de talonnade râteau qui est très propre. Non, c'est bien quoi. Salut, il y a ce Pichichi, avis sur Barcola qui rate l'écart, j'en ai parlé il y a 5 minutes. Je disais évidemment, c'était une grosse perte pour le PSG, également pour lui. Du coup, on connaît l'attaque parisienne, c'est Gvara, Dembélé, Doué, en espérant évidemment pas de blessure pour certains d'entre eux. C'est dur pour Barcola parce qu'il était vraiment sur une phase ascendante. Il avait réglé ses petits problèmes de finition, il était sur 2 buts en laissé, il avait remarqué en Ligue 1. Enfin, chanter un Barcola dans sa meilleure période quasiment. Il y a aussi eu l'an passé, au début de saison, il était très bon. Et en plus, il va rater l'équipe de France, donc c'est toujours dommage à l'avant-dernier rassemblement, enfin même le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il sera au Mondial, hein. Par rapport à son profil, c'est quand même de la bombe, surtout si tu le fais rentrer à 65e, 70e. Mais voilà, il va falloir que d'autres prennent la relève. Désiré Doué, il l'a déjà démontré il n'y a pas si longtemps contre Monaco, donc ça va être sympa. Je l'adore, mais il devrait épurer son jeu, je trouve, parfois avec Ekitike, il ralentit le jeu. Je vois ce que tu veux dire. En fait, il a des gestes, des fois, il y a des choix qui peuvent être simples, faciles, et je pense que c'est un joueur qui aime se compliquer la tâche, mais pas forcément en mode parce qu'il réfléchit mal. C'est plus parce qu'il aime ce truc-là de se forcer dans des situations et s'en extirper. Mais après, oui, ça peut lui jouer des petits défauts. Après, voilà, comme on a dit, c'est un joueur qui a encore une marge de progression, mais par rapport à ce qu'il a montré cette saison, c'est quand même assez fantastique. Enfin, là, on peut se dire que la performance d'Ekitike, elle est pas mal. C'est vrai que quelqu'un a aussi parlé de Kerkez, qui est sorti un peu fatigué, je crois, de mémoire, mais qui finalement a tenu sa place, qui est bien mieux. Frimpong, c'est vrai qu'il y a eu ses petits soucis de blessure, qui n'a pas été dans ses meilleurs... sa meilleure journée, mais bon, c'est vrai que petit à petit, Alisson, je pense qu'il a passé un match tranquille, non? Alisson, c'est un arrêt, ouais, voilà, il a été pépère, le bonhomme, dans cette soirée à Anfield. Maintenant, comme je dis, c'est un Liverpool imparfait, c'est un Liverpool qui n'a pas répondu à la proposition initiale de ce début de saison. Mais oui, tu regardes certains joueurs, tu regardes un petit peu de banc. Est-ce que tu as des joueurs qui vont revenir? Isaac qui doit revenir mi-avril, les jambes cassées, je pense que ça va être compliqué. Quelqu'un a parlé de Léoni qui a été vu en tenue d'entraînement, donc je suis content pour lui, le jeune défenseur qui est arrivé de Parme, qui dès qu'il est arrivé s'est fait une grosse blessure, donc pareil, dans l'aspect défensif, ça aura manqué. Cora Bradley, forfait pour la saison, Bayetic qui doit revenir début mai, tout comme Wataru Endo. Et sinon, il y a Robertson, Gomez qui n'ont pas joué. Et après, il y a Jones, Gakpo, le jeune Trey Nyoni, Chiesa et un autre jeune qu'on connaît un peu plus, Rio Ngumwa. Donc l'effectif n'est pas extensible, mais ils seront prêts pour Paris. Ils seront prêts pour ce combat-là. Après... dans ce sens, c'est pour ça que j'ai plus confiance en Paris, parce que si je fais le tableau des plus et des contre, je pense que c'est une équipe qui a un peu moins de failles. Après, voilà, on sait que sur l'aspect défensif, Paris a eu des petits relâchements. T'as un Safonov qui a fait un bon match d'un point de vue des arrêts du côté de Stamford Bridge. On sait que le jeu au pied, que certaines sorties, c'est pas rassurant à 1000%. Donc peut-être si tu réussis à aller chercher un petit doute, tu vois, un pressing d'Ekitike, d'autres qui font les efforts, allez voilà, un peu les taquiner, ça peut pourquoi pas tourner dans ton sens. Mais sinon, oui, ta défense qui n'a pas rassuré, qui a pris 4 buts contre le PSV, qui a vécu pas mal de matchs bourbiers en première ligue. Ils ont perdu 3-0 contre Nottingham, ils ont perdu 3-2 à Bournemouth. Enfin, ils ont pu plonger à certains moments. Donc comment est-ce que ils vont gérer Dembélé? Et puis même, on avait vu un match très intéressant l'an passé, le 8e aller où Paris avait surdominé avec un match
XXXL. Je peux pas aller plus loin parce que niveau élocution c'est compliqué, mais Alisson avait été écœurant. C'est peut-être pas Courtois la finale LDC de 2022, mais on a été pas loin avec le but d'Harvey Elliott à la fin. Et Paris, le retour avait bien marqué avec Dembélé. Ça a été plus délicat, compliqué à partir de l'heure de jeu, mais au pénalty, ils étaient allés chercher cette victoire. Donc franchement, le 8e de l'an passé était hyper divertissant. Là, on monte d'un cran, on parle d'un quart de finale, et je pense que ça peut donner, encore une fois, des matchs sympas. Enfin, t'imagines, aller au parc, retour à Anfield, quand t'es fan de foot, notamment quand t'es neutre, tu sais que tu vas passer un bon moment. Je vois que Hugo SSE il croit fort à Liverpool cette saison LDC. Après, c'est une équipe qui a, j'ai beaucoup parlé du Real, mais c'est aussi une équipe qui a une histoire dingue avec cette compétition. Ça peut aussi tourner en leur faveur au moment où on s'y attend pas, parce que par exemple je crois que la saison 2004-2005, quand ils font le miracle d'Istanbul, Liverpool ils sont loin au classement, hein. De mémoire ils y sont pas forcément à 100% quoi. Tu vois, ils sont 5e. Ils terminent 5e de Première Ligue cette saison-là. Donc, ils avaient su aller chercher ça Everton 61. Ils terminaient 5e de Première Ligue avec 58 points. Ils avaient terminé à 37 points du Chelsea de José Mourinho, qui quand même, on parle de saison historique record. Ça, je pense, c'est les posts qui reviennent de temps en temps sur ActiveFoot, Instant Foot, blablabla. Chelsea 2004-2005, 29 victoires en 38 journées, une seule défaite, 15 buts encaissés. C'est quasiment pas loin d'un but tous les 2 matchs et demi, quoi. Qui sont ces types ? C'est fou, c'est lunaire. Donc ouais, c'est vrai que Liverpool a réussi à sortir le City de Pep. On s'en souvient avec la belle confrontation notamment d'Oxlade-Chamberlain. Donc pourquoi pas ? En tout cas, c'est un Liverpool qui a fait bien plaisir ce soir, qui a été fringant, qui a cherché sa qualif. Oui, la marche était trop haute pour Galatasaray. Je me pose encore une fois des questions sur Osimhen et le fait de rester longtemps, l'aspect défensif, des joueurs qui ont bien souffert par rapport à leur perf. On sait qu'aussi il y a un joueur qui a fait un gros match à aller qui n'était pas là, c'est Davinson Sanchez. On peut chercher des petites excuses. Après, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. C'est comme Bodo Glimt Sporting. Quand tu te fais balayer comme ça, voilà, tu retournes chez toi pour travailler. Singo qui a été très bon à aller, qui est sur un compte son camp. Chakir qui en sort quand même pas mal, parce qu'il en prend 4. Il a 8 de notes et il fait 11 arrêts. Et c'est vrai qu'il y a le penalty aussi. Donc le penalty, de suite, ça fait gonfler la note, mais il a quand même été dans tous les bons coups, notre ami gardien turc, même si c'est vrai que l'addition est lourde, mais ouais, il a repoussé jusqu'à le but d'Ekitike qui fait passer la double confrontation à 2-1. On va enchaîner les amis, on va aller sur le match de 18h45, parce qu'évidemment, on a eu un truc lunaire. Ce Barça-Newcastle, à la 60e minute, il y avait 6-2 quoi. Qui sont ces aliens ? Qui sont ces personnes qui font de tels matchs ? Vous connaissez ma théorie. Quand il y a 2 équipes avec des défenses de demeurer, quand il y a des espaces, ça donne un classique du foot. Voilà, on l'a eu, même si évidemment regrettable que Newcastle ait lâché l'affaire avec ce retour des vestiaires. Est-ce que c'est le penalty qui leur a fait mal parce que eux, ils estiment qu'il y avait une situation similaire entre Cancelo et Elanga, même si je trouve que la faute de Trippier sur Rafinha est plus évidente. C'est même pas pour faire pro anti-barcelonais, moi je m'en fous, mais je trouve que ce penalty-là est plus évident par rapport à celui d'Elanga, où je trouve qu'Elanga force un peu la faute, alors que là, t'as vraiment Trippier qui... tient son vis-à-vis. J'en profite pour vous poser le petit sondage là sur le Barça qui est en train de popper. Qui va se qualifier ? Comme je vous dis, moi je trouve ce match pas évident à pronostiquer, parce que le Barça, il y a une force de frappe, une armada incroyable, mais c'est le cholismo. Je sais que si vous êtes là un mercredi soir à 23h40 pour m'écouter, vous êtes des fins gourmets de foot, donc vous connaissez cette équipe presque par cœur. Vous savez à quel point c'est un poison absolu qui peut embêter beaucoup de monde. C'est vrai, comme tu le dis, il met pas le rouge sur Trippier, et c'est bien, parce que certains arbitres mettent la double peine. Je vois ce que tu dis, Elias, annulation d'une action de but sans possibilité de jouer le ballon, c'est rouge. Je pensais qu'il allait mettre rouge, et finalement, comme le penalty, il est là, il est indiscutable. J'aime bien aussi ces arbitres, parce que depuis un moment, on nous rabâche le truc de la double peine n'existe plus, et finalement, t'as une zone un peu grise, c'est flou, oui, non, ça dépend un petit peu des arbitres. Et moi, même si évidemment il y a des actions qui sont inévitables, oui, c'est le dernier, Rafinha,
S'il le retient pas par le bras, il fait 1 ou 2 mètres de plus et il peut planter. Mais pour le coup, je suis content. En plus, c'est notre copain François Le Texier qui était au sifflet. L'arbitrage français, il est gâté, parce que hier c'était Turpin sur le City Real. Là, c'était notre ami François Le Texier. Et les arbitres français, encore une fois, comment ça s'appelle, en LDC, ça brille. Il considère que Rafinha prend pas le ballon, même sans la faute, je pense. Ah, je vois ce que tu veux dire. En mode, il n'y a pas cette certitude absolue qui touche, donc c'est plus cette faute-là. Mais bon, comme il est en position plus que avantageuse, ça aurait pu peut-être s'inverser. Donc, le Barça a offert un truc génialissime. C'est pour ça que j'aime cette équipe, et j'aime cette équipe avec ses qualités et aussi quelque part ses défauts. Oui, on connaît tous, et je pense que les supporters barcelonais le savent eux aussi en premier. C'est pour ça qu'on dit pas que le Barça est le favori ou même un des favoris. C'est une des équipes qui peut remporter avec des champions, parce que voilà, quand tu vois évidemment que tu as un effectif avec Yamal, Pedri, Rafinha, la saison de Fermin Lopez, Koubarsi, Gérard Martin, enfin des joueurs qui sont en train de sortir du lot, même Johan Garcia dans les buts, Cancelo qui a été un peu plus en difficulté ce soir, mais qui reste évidemment, quand on voit certains de ces matchs, dont celui de Séville le week-end dernier, c'est assez beau. Mais oui, ce Barça, c'est une ode au football offensif, ça se projette tout le temps, il y a très peu de calculs, il y a cette ligne défensive qui est trop haute, qui va te causer bien des soucis. Et en plus, quand tu tombes sur un Newcastle avec un Elanga qui peut être servi sur un fauteuil, ou d'ailleurs le premier but, Lewis Hall, il fait partie d'une défense qui en prend beaucoup, mais son action sur l'égalisation et la passe pour Elanga, le centre, lui, très intéressant. Je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière, même si là, comme je vous dis, tu sors d'un match où ton équipe en prend 7, je pense que ça peut être un bel avenir à ce poste pour la sélection anglaise. D'ailleurs, curieux de voir comment Thomas Tuchel va l'utiliser. Est-ce que ça va être remplaçant? Est-ce que ça peut être peut-être mieux? Qui sait? Mais j'ai beaucoup aimé Lewis Hall. Après, moi, j'aime bien cette équipe de Newcastle, quoi qu'il arrive. Il y a quand même des garçons avec beaucoup de qualité. Dommage que Bruno Guimaraes n'était pas là ce soir ou sur la double confrontation, parce que ça peut changer certaines choses. Mais oui, ce Barça est une équipe kiffante, parce que elle est dogmatique, mais elle va aller justement dogmatique. T'as l'impression que c'est un peu négatif, mais le dogme, les dogmes de Hansi Flick, c'est ces principes rabâchés, et une équipe qui va constamment se projeter, qui va toujours proposer, toujours vers l'avant. Et t'as des joueurs qui sont formidables pour servir de rampe de lancement. Pas besoin de vous présenter Pedri, Gonzalez, Bernal aussi, qui me plaît de plus en plus. C'est pas un hasard s'il est bien utilisé, parce que notre ami De Jong, il va revenir là pour la fin de la trêve internationale, donc il sera là sans doute pour le quart. T'as des joueurs aussi qui sont... je sais même plus quel terme employer pour Lamine Yamal. Voilà, record de précocité, le plus jeune joueur de l'histoire, a marqué 10 buts en LDC. Ça devait lui appartenir de passer devant le Kicks. Alors oui, ce soir, c'est juste un penalty. Il y a aussi une passe D, mais tout ce qu'il fait comme geste, le contrôle orienté sur le premier but, où le pauvre Malick Thiaw tombe dans la feinte, et derrière, il s'en sert pour aller solliciter Fermin, qui après sert Rafinha dans un fauteuil. Ce contrôle orienté là, à 6e minute, ça donne quelque chose déjà à ce match. Et ouais, Yamal, je ne cesserai entre guillemets de le défendre, parce que même si certains veulent lui tomber dessus, l'arrogance, tout ce que tu veux, c'est un garçon, tu te poses devant, tu kiffes quoi. Enfin, il est là pour donner des sentiments footballistiques très forts, et ce qu'il a déjà fait à son âge, parce que des fois on est obligé de dire oui, mais vous savez qu'il va avoir 19 ans seulement en juillet prochain. Ce qu'il a déjà fait entre ces moments en club, en sélection, l'Euro 2024, d'autres matchs, c'est fort. Oui, c'est vrai que le deuxième but de Newcastle, c'est pour lui. C'est vrai que c'est pour ça qu'il a aussi ses petites failles. Il a ses petites failles, ses petites absences, mais quand tu vois tout ce qu'il peut faire dans l'autre sens, c'est fabuleux. Qui va se qualifier selon vous? C'est le Barça à 74%. Le Choismo ne récolte que 26% des voix. Rafinha aussi, Monsieur Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'il y a du penalty non, il n'y a même pas de penalty. Non, il met un doublé. J'ai confondu les certains buteurs, mais ouais, on est sur 5 buts en 4 jours entre Séville et la Soire. Et ouais, Monsieur LDC, comme on l'appelle bien, qui a besoin de stater dans cette compétition et qui est très très bon. Donc c'est vrai que même Lewandowski,
c'est peut-être anecdotique, mais le fait qu'il marque un doublé, lui qui est voilà entre Ferran Torres et Lewandowski cette saison, c'est très dur l'alternance des neufs au Barça. T'as vraiment personne qui se distingue, mais c'est pas dans le bon sens, hein. C'est pas ils se tirent la bourre, ils sont en train de chacun d'imposer un style, une patte. Là pour le coup on se rend compte qu'on est sur le crépuscule de Lewandowski et que Ferran Torres a brillé en deuxième partie de saison, mais là il est retombé dans ses travers, notre pote le requin. Mais bon, Lewandowski, c'est quand même toujours un nom. Et ça occupe l'attention des défenseurs adverses. Et tu vois, si à côté de ça, t'as un Rafinha version LDC qui revient de sa superbe, lui qui a traîné une petite blessure, mais là c'est mieux. Yamal, pas besoin de présenter Yamal, et même Fermin Lopez qui je crois a 11 buts 16 passes D et qui s'affirme de plus en plus dans cet entrejeu. Ce qui est bien, c'est que Fermin Lopez il apporte autre chose, je trouve, que ce qu'on peut attendre des fois de l'école Barça. Je remets pas du tout en cause son aspect technique, mais je trouve que c'est un joueur qui est tellement mobile, qui a vraiment cette activité, cette capacité à bien se placer et à anticiper les coups dans les 30 derniers mètres. Ça en fait un joueur un peu imprévisible, et c'est surtout un très bon élément de connexion entre tous ces gars-là. Donc tu vois, Dani Olmo, j'aime bien, mais on sait que c'est Dani Olmo qui va avoir ses moments d'absence, et je préfère limite Fermin Lopez pour un autre style de joueur. Je peux pas dire que voilà, ils évoluent ensemble depuis un moment, mais Pedri, Yamal, Olmo, ils peuvent se marcher dessus. Mais voilà, Fermin, il m'amène un truc un peu différent dans ce Barça-là. Et ouais, enfin, je sais pas si on se rend compte, on était sur un 7-2. J'ai cru qu'on allait aller peut-être sur un 8-2, histoire de conjurer le mauvais sort et se débarrasser de cette soirée douloureuse d'août 2020. Mais voilà, le Barça s'en est arrêté à 7. Et j'ai vu une stat qui m'a quand même fait waouh. Hansi Flick a pris les commandes du Barça en août 2024 et son équipe, toute compétition confondue, a déjà marqué plus de 300 buts. Il est là depuis 1 an et demi. Alors bien sûr, on parle du Barça, il y a de plus en plus de matchs, quoique ils n'ont pas disputé la Coupe du Monde des clubs, mais ce Barça-là, version Flick, a déjà marqué plus de 300 buts. On est sur un rythme qui est totalement zinzinesque, et c'est une machine qui fait plaisir. Quand je vous dis, c'est pour ça que ce Barça-là, il procure quelque chose, c'est que ils ont des manques. Là, on sera tous évidents. Ils ont peut-être pas, tu vois, sur une défensive, ils ont peut-être pas des top 5, même à leur poste. Quoique, on sait que Koubarsi, il a le potentiel pour s'en rapprocher. Mais chacun de ces joueurs, à part le gardien que je considère, et comme tu le dis, espérons que cette blessure ne soit pas trop grave, lui qui a dû céder sa place à Chesney, ils ont pas, tu vois, des mecs de la dimension de Laura, Upamecano, Pacho, Gabriel, Saliba, Nuno Mendes bien sûr, Hakimi, tout ça. Mais voilà, ils ont quand même ils adhèrent aux idées de leur coach, ils les suivent, ils le suivent dans sa folie défensive, mais voilà, on s'accroche comme ça. De toute façon, Flick, il va pas changer là sur les dernières semaines, et c'est pour ça que ce Barça-là restera une équipe un petit peu à part. Et tu vois, Gérard Martin, niveau qualité de passe, c'est de plus en plus consistant. En plus, il propose, ouais, donc franchement, j'aime beaucoup ce garçon-là. Et là, pour le coup, t'as fait rentrer Aroro. Aroro, quand tu le fais rentrer dans un match crucial de LDC, j'ai toujours peur. D'ailleurs, le premier ballon, il dégomme tout simplement Koubarsi sur un duel aérien. Peut-être qu'il a confondu certains maillots. Olmo, Xavi Espart, Ferran Torres et donc Chesney. Et sur le banc, t'as Bargi, Rashford, Casado et Gavi. Gavi qui est revenu d'une longue blessure. Gavi, je sais pas quel sera son apport sur la fin de saison, ça peut être intéressant. La manière de défendre du Barça est tellement dure que je me dis que le potentiel est immense. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Surtout que c'est Bruce qui l'avait dit, être défenseur au Barça, c'est un métier différent. Et je vois où il veut en venir, parce que tu as tellement de concepts et de choses à surveiller que ouais, tu dois être extrêmement vigilant. Eric Garcia, j'ai l'impression que c'était musculaire. Est-ce que c'était les ischios? Pareil, ça va être absent. Faudra surveiller, c'est vrai que toujours le Barça, c'est des questions d'infirmerie qui peuvent revenir te plomber. Là, t'as Koundé qui va revenir après la trêve. Balde, c'est peut-être un peu plus long. Il sera peut-être pas là pour le retour contre l'Atlético. Mais on va surveiller ça de près pour cette équipe barcelonaise. Bon, Newcastle va falloir se concentrer sur. Je crois qu'ils ont de la FA Cup encore ou pas? Je sais plus du tout. Là, ils ont Sunderland. Ils ont plus que de la Première Ligue. Et en PL, ils sont 9e. Donc, comme la PL va avoir beaucoup de place pour Europa, Conférence, à mon avis, Newcastle, il y a un monde où ça se retrouve en Pipion League. Et eux, ça peut être les terreurs de la Pipion League. Ils peuvent vraiment
ils peuvent vraiment bien s'amuser. Ouais, t'as quand même un calendrier, là, tu vois, pour ceux que ça intéresse, le Newcastle Sunderland, 13h, le derby du nord de l'Angleterre, mais nord-nord-nord, belle rivalité entre les deux. En fait, t'as un calendrier qui est pas simple, mais cette équipe des Magpies, voilà, là, ils sont tombés sur un truc fou, ils ont lâché l'affaire après les 3 buts assez rapides en deuxième période, mais il y a quand même beaucoup de joueurs kiffants dans cette équipe. Voilà, on les reverra avec plaisir et peut-être curiosité, mais Tonali qui a 25 ans, qui est sorti blessé, attention, hein, aussi avec la sélection italienne, parce que je vais pas vous l'apprendre, mais il y a quand même un rendez-vous qui arrive, qui va être succulent, avec ces barrages européens et la réception d'abord de l'Irlande du Nord. On enchaîne avec le Bayern Atalanta. Tout d'abord, avant de parler du match et de ce que j'ai pu voir, évidemment, le petit sondage, comme toujours, qui va se qualifier entre est-ce que vous voyez le favori, tout simplement, ou est-ce que le spécialiste qui va le faire encore une fois. Ça, c'est vraiment toujours une curiosité. Ce qui m'a plu avec ce Bayern-là, c'est que, bon, t'avais la question des gardiens de but, voilà, t'as Neuer, t'as Ulreich, tout ça, t'as Urbi quand même qui a pu tenir son rang. Donc, le jeune, il y avait Yanis Bartel qui était là, également Leonard Prescott, 16 ans, qui a été, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'image, ramasseur de balles, qui filait des ballons à Neuer à un entraînement d'avant-match, filmé il y a 2 ans. Donc, c'est toujours des images qui font plaisir à voir. Ce soir, le Bayern n'avait pas Olysée et Kimmich qui avait pris un carton exprès, on peut le dire, hein, à aller pour se reposer. T'avais également Musiala et Davies qui sont blessés depuis un moment. Bon, t'as aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, Neuer. Donc, mais sinon, t'as laissé ce soir au repos Upamecano et Leimer. Donc en gros, t'as Upamecano, Leimer, Neuer, Kimmich, Olysée. T'as déjà 5 titulaires qui sont pas là. T'as fait rentrer Gnabry qui a un titulaire, un peu un demi-titulaire mais qui est quand même bon. Et sinon ce soir t'as quand même mis encore 4 buts à l'Atalanta avec Urbik dans les cages, Bischoff à gauche, Kim dans l'axe, Stanisic à droite, Pavlovic, Goretzka dans le double pivot, Luis Diaz, Rafael Guerreiro qui s'éclate, voilà, petit numéro 10 tranquille, Lennart Karl et bien sûr Monsieur Harry Kane. Harry Kane qui était absent à l'aller, préservé par son coach, et avec tous ces éléments, ces blessés, ces suspendus, les choix, la préservation, le turnover de la part de compagnie, ils en mettent 10 à Atalanta, quoi. Franchement, c'est une équipe qui est assez irrésistible, qui fait peur, et il y a de quoi. Ils ont un matériel qui est inédit, et surtout un collectif qui est vertigineux. Et bien sûr Harry Kane, hein, j'ai vu Xavi le deuxième but, l'enchaînement, tac-tac, entrée de surface, et derrière la frappe sèche en pleine lucarne. Kane qui marque ses 49e et 50e buts en Ligue des Champions. Je crois que j'ai vu la stat par rapport à son nombre de matchs. Comme vous le savez, il est passé par Tottenham et Tottenham n'était pas toujours en Ligue des Champions, mais c'est le 3e joueur qui atteint le plus rapidement les 50 buts par rapport à son nombre de matchs. Donc c'est quand même un joueur qui symbolise aussi quelque chose de très fort sur sa génération, sur son rôle de numéro 9, Harry Kane. Même si, évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, il n'y aura pas tous les trophées peut-être à la fin, mais il aura symbolisé quelque chose dans ce qu'il a fait comme attaquant vraiment avant-centre dans la finition, mais aussi dans son style de jeu, dans son registre de but. Oui, il va aussi lui manquer peut-être les fameux grands rendez-vous. Bon, il en a encore cette saison avec le Bayern, il y a aussi une Coupe du Monde avec l'Angleterre. Il est peut-être pas loin aussi de changer le cours de son destin et de basculer dans une catégorie encore plus prestigieuse. Mais Harry Kane, ouais, c'est bluffant, c'est monstrueux. C'est un garçon qui a 32 ans, qui, je crois, il y a des discussions pour le prolonger, je sais plus comment ça parle, son contrat. Lui, il y a toujours cette tentation de revenir en première ligue parce qu'il y a un record de buts à aller chercher, mais je trouve qu'il correspond tellement bien à ce Bayern. C'est pas juste pour dire qu'il a 30 buts en 25 matchs de Bundesliga et qu'il écœure tout le monde. Voilà, 30 juin 2027, donc il reste 1 an et 3 mois, donc peut-être s'activer parce que quand t'es quoi qu'il arrive top 3 tous les jours, pour aller où en PL, pour moi ça serait pour revenir à Tottenham parce que c'est son club, mais voilà, peut-être que Tottenham sera en Championship à se déplacer du côté de Millwall ou de Bristol City à un moment donné. Donc ce sera pas évident. Il faudra régler cette question pour les Spurs qui ont d'ailleurs un match
du maintien, et on en reparlera juste après en évoquant ce Tottenham à Atlético. Mais oui, je pense qu'il finira à Tottenham pour boucler la boucle, et je pense que Tottenham, t'as ce match contre Forest, la finale du maintien. Voilà, il faut qu'il soit quand même en PL pour revenir. Mais c'est vrai qu'il était tellement fait pour le Bayern. Enfin, il a tout. Il a tout. C'est le but qu'il met encore une fois ce soir. Enfin, il y en a tellement. Il y en a un début d'année qu'il a mis contre le Werder, un enroulé. Même contre. Il y a pas mal de moments forts pour lui déjà cette saison dans une carrière au global où il a été assez patent. C'est le prototype du numéro 9 le plus abouti, nous dit Antomar, complet en tous les aspects possibles, une capacité d'adaptation énorme, peu importe le collectif l'entourant. Ah, je suis totalement d'accord. Dire qu'il aurait pu aller à City, mais c'est toujours un peu, tu sais, les what if du football. Mais Harry Kane qui va au Real post-Benzema, Harry Kane qui va dans un club anglais plus installé tout en haut, imagine Harry Kane qui arrive avant Haaland, qui prend place à Agüero, est-ce qu'ils prennent pas tout de même la Ligue des Champions? Ça peut être des questions. Enfin, Harry Kane dans ce City-là avec Pep, je pense qu'il serait tellement éclaté aussi, quoi. Qui va se qualifier selon vous? Vous voyez le Bayern. Vous voyez le Bayern à 83%, seulement 17% pour le Real. On est ensemble. C'est le Real. Je vous présente pas cette équipe. Encore une fois, j'ai bien aimé leur approche tactique et leur manière d'aborder ce match contre City. Très intelligent, avec Valverde côté droit pour certaines courses, Vinicius de côté gauche. Mais il y aura le retour de Mbappé. Est-ce que le plan va changer, va être bouleversé? Est-ce que c'est lui qui va prendre la place de Brahim Diaz? Est-ce qu'on va laisser seul Mbappé un peu en pointe avec Vini côté gauche, Valverde côté droit? Est-ce qu'on va avoir, tu vois, Güler, Tchouaméni, Pitarch qui vont travailler dans l'axe? Ça peut être quand même une belle interrogation. Il n'y aura pas Courtois. Oh, Courtois, c'est vrai qu'il s'est fait une blessure qui va peut-être manquer un petit moment. Courtois blessure, tac, Team Football, vers un forfait de Courtois, absent plusieurs semaines en raison d'une déchirure. Remplacé par Lonin, on vous savez, à la mi-temps. Le quotidien néerlandophone évoque ainsi une absence de plusieurs semaines sans préciser le diagnostic exact de la blessure, car d'autres examens doivent être réalisés. Souffrir une déchirure de l'adducteur droit. Le média espagnol précise que le diagnostic, ce sera ce jeudi. Donc pas de Team USA et de Mexique avec la Belgique pour Courtois. Mais surtout, si Courtois manque après, Lonin, on l'a déjà vu faire des matchs fous lors de certaines campagnes du Real en Ligue des Champions. Pour moi, Lonin, je considère que c'est la meilleure doublure au monde, donc ça peut quand même faire la différence. Après, Courtois, quand on voit encore une fois certains de ses arrêts, c'est un joueur qui est effrayant. Il y a aussi Luis Diaz, hein. Quelqu'un le disait, Luis Diaz, faut qu'on en parle. Bien sûr, Luis Diaz, j'ai pas toutes ses stats, mais j'ai l'impression que c'est un garçon qui avait ces petits défauts qu'on pouvait voir à Liverpool en début de saison, à savoir une finition où il pouvait manquer certaines choses. Là, attends, on va aller juste sur données de performance par club. Avec le Bayern, on en est à 22 buts, 18 passes D. C'est-à-dire qu'il est décisif à chaque match, enfin à quasiment tous les matchs, et même un peu plus. C'est-à-dire il est efficace toutes les 75-80 minutes, je sais pas son temps de jeu exact sur 3000 minutes. C'est quand même un ratio assez vertigineux. Il a 22 buts en 38 matchs. À ce rythme-là, il aura dépassé son bilan de Porto et Liverpool à l'approche des 80 matchs, alors qu'il en aura 60 rencontres de moins que Liverpool, que 40 de moins que Porto. C'est évidemment des statistiques aléatoires, hein. Les chiffres, je les fais au pif, mais c'est juste pour vous dire à quel point ce garçon, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Après, comme je vous dis, il y a toujours ce truc Bayern, Bundesliga, donc surperforme, mais on parle d'un ailier qui est quand même mi-mars à 22 buts et 18 passes D. Et encore, il a pris ce fameux carton rouge, où il a assassiné Hakimi. S'il n'avait pas manqué ces fameux matchs contre Arsenal, on s'en souvient, peut-être qu'il y aurait encore plus de contributions. C'est vrai que Luis Diaz, j'avais jamais pris le temps de me poser pour voir ses stats, parce que moi j'adore le joueur, j'adore cet ailier en 1 contre 1, j'adore ce qu'il provoque, et même juste après le PSG, il y a un match à Union Berlin où il y a une action vraiment côté fermé, côté gauche, il fait un dribble et presque il va chercher une frappe lunaire dans un angle impossible. C'est quand même un joueur waouh. Pareil, hein, tu te dis bon, il a 29 ans, est-ce que le Bayern a raison de mettre 70 millions sur lui? Oui, mais quand tu vois ce qu'il t'apporte de manière immédiate, il y a aussi des recrutements qui sont pas forcément faits à long terme.
t'as aussi un recrutement qui peut être à moyen terme. Et je pense que Luis Diaz qui a 29 ans, qu'il les a eu en janvier dernier, je pense que lui, ça correspond bien à ce critère-là, quoi. Et comme tu dis, il y a ce fameux carton rouge contre le PSG, mais avant, c'est 2 buts, et il est rayonnant. J'ai rarement vu une équipe comme le Bayern remodeler toute son attaque et réussir à pulvériser tout le monde avec ses GA, contributions, buts et passes D astronomiques pour tous les attaquants. Ouais, très clairement, je suis d'accord avec toi. Il a été étouffé par les Salah, Mané et consorts à Liverpool, mais il n'a jamais été mauvais pour autant. Mais moi, je vais même plus loin que Zebi. Ils n'ont pas réussi à le remplacer. Parce que Gakpo n'a pas pris le lead. Après, bah voilà, il y a malheureusement ce qui est arrivé de terrible, malheureux à Jota, et quelqu'un le disait en plus, ouais, ça continue aussi d'avoir un impact sur cette équipe, et ça peut absolument s'entendre. Il y a certaines recrues qui n'ont pas, tu vois, tout à fait pris la place sur l'attaque, mais au sens large. Mais en tant que pur ailier, c'est vrai que il fait partie de l'élite absolue à son poste, et c'est une perte pour Liverpool, même si évidemment il serait peut-être pas à 40 buts et passes D en mars s'il était resté en première ligue, mais sur ce qu'il apporte et ce côté déstabilisant, et c'est un joueur vraiment ouais, c'est vrai que ça peut s'entendre, mais pareil, ça peut être une des stars, un des noms à surveiller de près à la prochaine Coupe du Monde, quoi. On parlait de la finition de Luis Diaz à Liverpool, mais quand il était neuf, il faisait une sacrée différence en plus de son pressing. C'est vrai qu'il a eu des moments numéro 9 à Liverpool. Je crois que normalement, ils ont le total numéro 9. Tu vois, 8 buts en 16 matchs en tant qu'avant-centre. C'est un bon ratio, hein, c'est 50%, c'est pas mal. Après, ailier gauche, c'est vraiment son poste naturel, donc c'est là où ça performe. Mais ouais, c'est vrai qu'on peut le voir assez bluffant, monstrueux. Et à côté Bayern, voilà, c'est tout ailier gauche. En même temps, c'est normal, il a été recruté pour ça. Et je pense de la part de compagnie, on va pas le bouger. On a aussi notre ami Lennart Karl qui a marqué, il y avait toujours la petite pépite qui continue son bonhomme de chemin. Et plein de joueurs qui font plaisir, hein. J'aime beaucoup Pavlovic, j'aime beaucoup Stanisic, Jonathan Tah. La recrue, on se disait, bon, il arrive Leverkusen, est-ce qu'il va franchir le cap qui est quand même pas simple pour un joueur de sa catégorie, je trouve. Bayern, il est là et il fait quand même des différences assez folles. Attention à Trent face au Bayern, car les moments de flottement vont pas passer. Il y a plein de joueurs où je me dis attention, Carrera, je pense qu'il va revenir par rapport à Fran Garcia et Ferland Mendy. Trent, évidemment. On a vu quand même Carvajal rentrer en fin de match contre City. Est-ce que ça va pas être Carvajal dans ce rôle-là? C'est vrai que c'est Lennart Karl contre son club préféré, son club de cœur. Et cette fameuse déclaration. C'est vrai qu'il va avoir des étoiles dans les yeux, le petit au Bernabeu. Moi, au Real, ce qui me fait peur, c'est cet aspect défensif. Mais tu vois, avec un Militao, par exemple, ce sera encore plus fou. Le record de buts et assists de la MSN pas atteignable pour Ken Diaz-Olysée. Je l'ai pas en tête, ce record-là. Mais franchement, quand je vois les différentes contributions des bonhommes, parce que là, Kane, on en est à, comme je te dis, 30 buts, 5 passes D, donc 35 en Bundes, 6 buts en Pokal, donc on est à 41, et on est à 10 buts en Champions, donc on est à 51, on est à 40 pour Luis Diaz, donc on est déjà à 91, et pour l'ami Michael Olysée, on va faire aussi les totaux pour voir où est-ce qu'il en est, notre Frenchie, même si c'est bon, c'est vrai qu'il fait bien anglais par rapport à sa formation là-bas. Voilà, évidemment, là, on nous surveille, on nous empêche de voir les stats complètes d'Olysée. Donc 10 buts et 19 passes D, donc ça fait 29. Donc on est à 110, même plus, attends, ça fait 29. Donc non, on est à 120, 124, ça commence à chiffrer. 133 buts et assists pour les trois. Après, évidemment, on s'en partage et tout, vous comprenez, mais waouh, c'est vrai que le nombre de passes d'Olysée, c'est fou. Enfin, il y a tellement de chiffres pour ces trois aliens. C'est vrai que le Bayern, c'est pas le club qui fait toujours le plus parler, mais ici, on essaye toujours de mettre en avant. Surtout que je vous dis, compagnie, moi, il m'a vraiment plu dans son arrivée, ce qu'il a essayé de mettre en place, et de plus en plus vers où il amène cette équipe d'un point de vue collectif, avec le fameux 2-2-6 qui est un très beau système. Et maintenant, c'est le Real. Et voilà, il va falloir encore une fois prouver, mais je pense qu'ils sont plus que prêts pour ce moment-là. On va terminer avec les Spurs qui quittent la Ligue des Champions. Je sais pas si c'est la tête haute, mais finalement, ils ont été tués à l'aller par le pauvre Kinski et cette entame totalement ratée, les 3 buts pris dès la 15e. De ce que j'ai vu, ils ont fait un bon match. Franchement, t'as notamment Matistel qui a une occasion à 1-0 pour mettre un deuxième but. C'est presque dommage
que voilà, ils aient pas eu 2 buts d'avance ce soir, parce que j'aurais bien aimé voir ce scénario-là où l'Atlético avait 2 buts de retard et les Spurs auraient poussé pour un troisième. T'as Xavi Simons qui met un doublé, un beau but avec une frappe enroulée. T'as aussi ce penalty là. C'est vrai qu'il y a l'occasion de Porro également, tu fais bien de le souligner. Je veux juste poser la question. Alors, c'est pas une équipe qui est concernée parce que l'Atlético, je l'ai fait plus tôt, comme c'est le Barça, mais c'est juste pour terminer un peu le tour des quarts de finale. Qui va se qualifier? Arsenal ou le Sporting? C'est le moment de briller et de montrer si vous êtes plutôt team club portugais, giga surprise, ou si pour vous les Gunners vont faire le taf. Moi, comme je l'ai dit, je pense que Arsenal va faire le job. Les embêter sur un match, c'est possible. On l'avait avec Leverkusen. Le faire sur 2, c'est là où ça peut coincer quand même. Kolo Muani qui est buteur. Alors, lui, pour le coup, je vais pas aller voir ses stats parce que juste après Olysée, Diaz, Kane, ça va faire mal au crâne de montrer. Mais voilà, il répond présent. Et c'est vrai que il y a la liste demain. Je suis sûr que... je suis pas sûr qu'il va y être, mais je suis sûr que s'il est présent, il y en a plein qui vont s'indigner en mode oh là là, regardez, il prend Kolo Muani, saison ignoble, dégueulasse avec les Spurs. Bon, c'est toujours à pondérer. Mais surtout le vécu de Kolo Muani en équipe de France, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Coupe du Monde 2022, c'est la découverte et il fait plus que le job. Euro 2024, il marque, il est là. J'ai aussi souvenir d'un match en Belgique en Ligue des Nations où il est également présent. C'est vrai que de la tête, on n'a pas forcément que des joueurs, des cracks dans ce domaine aérien. Et pour le coup, voilà. En fait, je pense que Deschamps, il a aussi besoin, au-delà de certains garçons qui ont de la hype. Parce que oui, faut le dire, c'est hyper excitant de voir Doué, Cherki, Ekitike, voir Akliouche dans une première Coupe du Monde, grande compétition internationale. Mais il faut aussi des valeurs sûres. Et je pense que Kolo Muani, s'il est dans la liste, il va poser aucun problème, il va pas se braquer. En EDF, il a toujours répondu présent. Donc voilà, moi je suis de la team RKM. C'est clair. C'est clair et net parce que c'est un garçon en équipe nationale, il m'a jamais déçu. Donc à partir de là, Deschamps, il a aussi besoin de cette présence. Moi en face, il y a un autre numéro 7. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, si on pouvait avoir la big surprise ou même le 19 mai sur le JT de TF1, le 20h de Gilles Boulot, où il pourrait être présent, mais pour Griezmann, je sais pas s'il y aura une réconciliation, je pense pas tout de même. Quand je vous le dis maintenant, les Spurs, on fait ce 8ème de LDC, c'est pas passé. D'ailleurs, juste au passage, fantastique bulle d'Alvarez. Enfin, j'ai adoré. Sur un Van de Ven qui se fait bien avoir, et Alvarez qui est également passeur sur le but d'Ango. Alvarez, c'est un neuf qui a quand même des qualités hors normes. Pareil, c'est pas les stats qui sont les plus vertigineuses, mais c'est peut-être parmi tous les neufs celui qui tire le mieux les coups de pied arrêtés. Enfin, il a vraiment une qualité dingue sur cet aspect. Et moi, ça me fait... vraiment plaisir de le voir. C'est vrai qu'il y a photo au départ. Vous avez raison de le dire, mais il y a pas mal d'arbitres en LDC qui ont des décisions où ça laisse jouer, où il y a des fautes. Peut-être que dans certains championnats, ça se siffle. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est aussi un état d'esprit des fois de laisser comme ça le jeu. Mais je suis d'accord avec vous, au départ, je pense aussi qu'il y avait ce contact évident. Tottenham, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, ils n'ont pas gagné depuis fin décembre en PL. On est sur une 16e place, un point d'avance sur Nottingham et West Ham, ça tombe bien ce week-end. Tottenham, Nottingham, l'odeur du sang, si vous voulez vous poser, dimanche 15h15. Et après, au retour de trêve, donc ça va à Sunderland, ça reçoit Brighton, ça va chez les Wolves, ça va à Villa, ça reçoit Leeds et ça va à Chelsea. En vrai, ils peuvent très très vite se mettre à l'abri parce que Sunderland et Brighton, ça dit quoi niveau classement ? Tu vois, Sunderland et Brighton, en fait, comme tu as un beau ventre mou, c'est des équipes qui peuvent, mine de rien, accéder à l'Europe. Donc elles vont quand même avoir un enjeu, parce que très très vite, elles peuvent se retrouver même 7ème, tu vois. Brentford, c'est vrai que tu as une bataille pour cette comment ça s'appelle, cette Europa League, voire Pipion League, entre le 7ème Brentford et le 14ème Crystal Palace. T'as que 6 points d'écart. Hein. Franchement, ça peut... assez vite s'enchaîner entre ces différents loustiques. Moi, il y en a une que j'aimerais bien parce que j'ai de l'affection pour eux, mais c'est Everton parce que j'avais une prédiction. David Moyes ramène Everton en Europe. Bon, on va voir. Hein. Ça peut être assez intéressant. Ouais, Sunderland, c'est du lancement. En fait, il y a pas mal d'équipes qui sont assez irrégulières, donc ils vont peut-être les prendre au moment opportun, Tottenham, mais il faut quand même gagner ce match de la peur contre Nottingham, qui a des joueurs
vraiment plus, je pense à Elliot Anderson, même si Nottingham va jouer jeudi à Midtjylland, ils ont perdu à l'aller 1-0 en Europa. Et je pense quand même qu'eux aussi, ils ont en tête ce fameux match pour éviter la relégation. Donc ouais, Nottingham, Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea. Je sais pas, j'ai quand même vu, tu vois, ce but à la fin de Richarlison à Anfield. Ça peut peut-être changer un petit truc pour eux, parce que déjà, Tudor a sauvé sa place. Et puis là, bah, c'est quand même une victoire en LDC pour terminer. Ça a été, je pense, leur seule respiration de la saison. Maintenant, bah, c'est boulot, hein. Il te reste 7 matchs pour éviter peut-être la pire humiliation du 21e siècle. Je sais pas s'il y a un équivalent de Tottenham avec son budget, avec son effectif, avec... Non, mais je croyais que t'aimais Liverpool. Moi, vous connaissez mon affection pour Liverpool en PL, mais je suis un fin observateur de football, j'essaie d'être neutre, et Everton... fit David Moyes, bah ça me ramène aussi à un moment donné 2004 avec Mikel Arteta, Steven Pienaar, il y a du très beau monde qui est passé par les Toffees, et puis surtout je trouve que c'est une équipe qui a des joueurs vraiment très intéressants comme Iliman Ndiaye, donc pourquoi pas revoir Everton en Coupe d'Europe, ça aurait quand même un certain flow. Le truc qui va changer le plus, c'est Romero qui revient de 4 matchs suspendus et Kudus qui revient de blessure. C'est vrai que les Spurs, ils ont leur fameux blessé de longue date, ce serait quand même assez fou. Pour l'instant, la pire chose reste Zagreb, mais une relégation serait pire. Alors, je parlais pas de pire humiliation pour Tottenham, parce que c'est vrai qu'eux, ils en ont eu, mais vraiment, tout club et sélection confondus, je pense que ce serait le séisme le plus lunaire du foot mondial. Bah, t'as quand même le 7-1 du Brésil à la maison. Franchement, c'est vrai que celui-ci est quand même assez costaud. Après, t'as des beaux noms qui sont descendus du foot européen. Hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, avec pas besoin de les présenter, les Bordeaux, Saint-Etienne, Monaco, Lens, Fiorentina, Atlético, Hertha Berlin, Schalke 04. Mais Tottenham était quand même en lice en Ligue des Champions au début de saison. Même si, bon, on sait que l'an passé, ils ont terminé 17ème de PL. Mais ça qui serait assez lunaire. Juve, après la relégation, vous savez ce qu'il y a derrière, c'est pas sportif, donc c'est d'autres considérations. Là, c'est plus fait entrer l'accusé avec Christophe Ondelat qui débarque avec son cuir pour poser des questions avec Dominique Rizet en affichant des feuilles A4 sur le mur. Ça, c'est autre chose, la Juve de 2006. Ça, voilà. Ça me concerne pas. Et pour le coup, ouais, c'est une défaite pour l'Atlético, mais qui avait fait tourner. T'avais Oblak qui était blessé, donc c'est Juan Musso qui était au cage, donc tu vois, t'avais pas non plus. Mais t'avais aussi, t'avais Coquet qui était remplaçant. C'est vrai qu'ils ont un banc quand même. Hein. Il est plaisant leur banc, hein, Atlético, parce que t'as Coquet, Sorloth, Baena, Nico Gonzalez et José Jiménez qui rentrent. Jiménez qui provoque le penalty à la fin que Simon se transforme. T'as Almada, Poubil, l'anglais qui reste sur le banc, et t'as surtout Rodrigo Mendoza et Pablo Barrios qui sont blessés. Mais voilà, avec ces 4 joueurs, Griezmann, Alvarez, Lookman, Simeone, notre ami Cholo a trouvé vraiment... on a le back four, on a, qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'after four, vraiment les 4 de devant qui... ont un rôle tellement essentiel sur cette double confrontation face au Barça. Je sais pas ce que ça peut donner. Ça va être assez curieux parce que c'est des matchs à part, c'est 2 oppositions très affirmées. Le top 4 plutôt, ouais, on pourrait appeler comme ça le top 4. En plus, je trouve que depuis l'arrivée de Lookman, ça tourne vraiment bien, il y a une vraie synergie entre ces 4-là, et ce que j'aime bien surtout, c'est 4 profils tellement différents. Enfin, Griezmann ne ressemble pas du tout à Simeone, comme Simeone c'est un genre de couloir, mais ça n'a rien à voir avec Lookman, et les deux, Griezmann-Alvarez, c'est pas du tout les mêmes registres, même si on peut se dire que Griezmann 2016, peut-être qu'Alvarez s'en rapprochait, mais on parle du Griezmann de 2026, donc... je sais que c'est une équipe, encore une fois, qui est loin en championnat, mais qui a cette finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Donc, il y a un titre à aller chercher cette saison. Et pour Atlético, même s'il y a des moyens, même si c'est une équipe qu'on connaît depuis un moment, prendre un titre, c'est toujours un petit événement. Et surtout, l'objectif LDC, c'est une compétition qui manque dans leur palmarès. De toutes les équipes engagées, je pense qu'avec le Sporting et comment ça s'appelle, Arsenal, c'est la seule équipe qui n'a pas débloqué de LDC, donc ça peut être une belle interrogation à ce sujet, voir s'ils vont pouvoir switcher, et pour le coup ce qu'ils ont fait sur le match aller était génial, il faut réussir à le reproduire, mais comme c'était une rencontre aller justement,
Est-ce que ça va pas inverser? Ce sera pas Wanda et tout? Comment est-ce qu'ils vont aborder du côté du Camp Nou? Il faut qu'ils réussissent quand même au Camp Nou à pas sombrer comme d'autres équipes ont pu le faire. Eux, ils en ont pris 3. S'ils prennent 3 à l'aller, ça peut être quand même difficile de faire la remontée. T'as aussi évidemment réussir à poser des doutes, aller chercher ce petit but. Enfin, je pense qu'ils en sont capables, et c'est pour ça que même si, comme je vous le dis, c'est des matchs qu'on voit tous les 6 mois, qu'on connaît par cœur, bah là pour le coup il y a un enjeu fondamental qui va être assez palpitant entre les Colchoneros et les Blaugrana. Je pense que vous avez commencé à le voir. On a déjà le programme des quarts de finale, donc mardi 7 avril, rendez-vous les boss pour Real Bayern et Sporting Arsenal. Du coup, ouais, c'est bien parce qu'on a. Bon, désolé, hein, Sporting Arsenal, mais ce sera le match juste en dessous. Et c'est vrai que Real Bayern, ça fait peut-être plus se rêver. Par contre, et Barça Atlético et PSG Liverpool en même temps, waouh! Là, le double écran, je sais pas comment on va faire, les boss. Hein. Là, va falloir réserver des cinémas, réussir à poser, faire un double screen. Ça va être quelque chose d'assez fou. Donc du coup, mardi 14 avril, Atlético Barça et Liverpool PSG. On se retrouvera mercredi 15 avril, Arsenal Sporting et Bayern Real. Et les demi-finales seront 2 semaines après. Le début avec le mardi 28 avril pour ceux qui voudraient le savoir. Évidemment, je vous le rappelle, le vainqueur de PSG Liverpool retrouvera celui qui sortira de la double confrontation Real Bayern. Et dans l'autre côté, c'est Barça Atlético face au vainqueur de Sporting Arsenal. Comme ça, vous avez toutes les clés pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas si c'est une surprise à vous annoncer, mais demain, on se fait un live. Vous savez quoi? On parle trop souvent d'Europa League, de Pipion League, et finalement, je fais jamais de live parce que, bon, évidemment, j'ai pas mal de boulot à côté. Je suis pas toujours disponible pour voir les matchs. Et demain, entre le OL Celta, le Aston Villa, LOSC et le Riega Strasbourg, ou plutôt Strasbourg-Riega, voilà, on sera présent. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a la liste de Didier Deschamps à 14h demain. Donc, on se fait un débrief Coupe d'Europe jeudi soir. Donc, rendez-vous à 23h pour justement, il n'y a pas de preview pour demain. Bah voilà, on en discutera directement. Après, je crois qu'on a déjà parlé dans hors-jeu. OL Celta, je sens bien pour l'OL. Strasbourg a fait le job, je pense que ça va le faire. Et côté LOSC, il va falloir que Genesio sorte encore une fois un exploit dont il est capable. Mais là, j'ai peur que Aston Villa soit trop chaud. Mais tu vois, le match à Rennes, je me suis dit, ils l'ont très bien abordé. S'ils réussissent à marquer un but tôt, pareil, ils l'ont fait du côté de Belgrade, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, je vois OL, Strasbourg et Aston Villa se qualifier. Passez une bonne soirée les amis, une bonne nuit. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter également. Et voilà, on est disponible YouTube, le COP de Scipion. Et on se retrouve aussi, je crois, demain pour une petite émission hors jeu vers midi pour débriefer les matchs de ce soir. Passez une bonne nuit, une bonne soirée les boss, et je vous dis à très vite. Salut à tous.